Bonsoir à tous. Merci d'être là malgré le programme de manifs et autres petites choses qui rendent l'accès difficile à la procure aujourd'hui. Donc pour cette édition des Jeudis de la Procure que vous pouvez retrouver sur Dailymotion, sur notre page de la Procure de Dailymotion, comme tous les jeudis que nous organisons pratiquement toutes les semaines, à 18 h dans la librairie à Saint-Sulpice. Voilà, pour ceux qui ne nous voient que sur Internet, cette librairie est à Saint-Sulpice, à Paris, dans le 6e arrondissement. On est très heureux d'être ce soir avec Frédéric Gros, qui est universitaire, professeur de philosophie à Paris 12, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de la psychiatrie, sur Michel Foucault notamment, et qui a publié il y a quelques mois déjà un livre que nos lecteurs ont plébiscité, que nos libraires ont également beaucoup aimé et qu'on a essayé de soutenir beaucoup. Un livre publié chez Carnet Nord, une maison d'édition qu'on aime bien aussi, je crois que son patron est par là, je le salue. Ce livre s'appelle « Marcher, une philosophie ». Voilà, donc c'est un très joli livre, c'est un livre qui je disais à l'auteur tout à l'heure, moi je suis pas un très grand marcheur, je préfère faire du vélo, c'est pas du tout pareil, je pense que vous aimerez moins. Et du coup ça m'a donné des remords, des scrupules, mais aussi l'envie d'essayer cet été, voilà, dans les Alpes par exemple. Donc finalement vous réussissez votre coup avec un livre comme ça. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de vous demander, parce que vous parlez de... c'est pas du tout un livre égocentrique, vous parlez très peu de vous, il n'y a pas tellement de jeu. Vous parlez en revanche d'un certain nombre de personnages célèbres, on y reviendra tout à l'heure. Mais on ne peut pas ne pas penser que ce que vous dites sur la marche à pied, c'est quelque chose qui fait appel à une expérience personnelle. Donc j'ai envie de vous poser tout simplement la question. Vous êtes certainement un grand marcheur, si oui, depuis quand? Et quand est-ce que vous avez découvert ça? Est-ce que vous pouvez nous parler de manière un tout petit peu autobiographique de ce qu'a été ou de ce qu'est la marche pour vous? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ce livre ne présente pas directement des expériences personnelles de marche, ça ne se présente absolument pas comme un livre de voyage, hein, même s'il y en a qui ont été écrits par des marcheurs et des livres excellents. Et c'est vrai que le biais que j'ai cherché a été plutôt un biais, je dirais presque conceptuel, c'est-à-dire essayer de faire vibrer un certain nombre de concepts liés à l'expérience de la marche, hein, des concepts d'éternité, de silence, de solitude, comment les éclairer à partir du concept de marche, et aussi un certain nombre de grandes figures qui sont liées à la marche à pied, qui sont des figures littéraires et philosophiques. Et vous l'avez sans doute remarqué, c'est vrai que je glissais ici et là quelques fragments d'expériences qui sont des fragments d'expériences personnelles. C'est vrai que je suis marcheur depuis quand? J'allais dire oui, depuis toujours, c'est-à-dire que je pense en plus que quand on... Alors c'est peut-être différent maintenant, mais c'est vrai que quand j'étais enfant, mes parents me laissaient une très très grande liberté. Par exemple, je suis beaucoup resté en Ardèche et je partais comme ça des après-midi entières à marcher dans les collines. Et je veux dire, je crois que la marche peut être aussi une expérience, en tout cas pour moi, puisque vous braquez comme ça sur le personnel qui n'est pas du tout abordé ici, c'est lié quand même à une expérience d'enfance. Et je crois qu'il y a un lien privilégié en plus entre la marche et l'enfance, même si au niveau de ce qu'on appelle les grandes marches, là, mettons la randonnée, les enfants ont horreur de ça, c'est connu, et pourtant ils adorent ça dès qu'on les... Ça, je peux vous confirmer ici. Pour un père de famille qui déjà n'aime pas trop, c'est dur d'emmener ses enfants marcher. C'est impossible, ils
voient pas le sens, justement, ils voient pas le but, etc. Enfin bon. Cela dit, voilà, donc c'est lié pour moi à une expérience d'enfance, et ensuite j'ai pratiqué ça de manière un peu plus, j'allais dire un peu plus sociale. J'ai redécouvert ça à l'adolescence, justement à l'occasion de ce qu'on appelle les randonnées, où là il s'agissait d'aller de marcher sur plusieurs jours, avec l'idée qu'il y a des étapes, qu'on fait un certain parcours, qu'on a un sac, et ça change aussi, ça change toute l'expérience. Hein, bon, c'est autre chose que ces expériences d'enfance que j'évoquais. Et puis ensuite, il y a, si vous voulez, il y a aussi ce qu'on appelle les treks maintenant, qui sont des choses un peu plus organisées, mais enfin qui permettent aussi d'aller dans des montagnes qui peuvent nous paraître un peu plus effrayantes, ou qu'on n'ose pas affronter seul, hein, comme les Andes, etc. Donc c'est vrai que je suis j'allais dire, je reste un petit marcheur, au sens où j'aimerais pouvoir faire ça beaucoup plus longtemps, mais c'est vrai que dès que j'ai l'occasion, ou si on me demandait, si on me disait que j'étais condamné à mourir dans 2 semaines, et que on m'offrait la possibilité de faire ce que je voulais pendant les 15 jours qui viennent, bah je répondrais une immense marche, hein, une immense marche de 15 jours. Merci. Alors effectivement, on ne va pas, on va peut-être arrêter l'aspect biographique qui n'est pas l'aspect du livre. C'est plutôt une réflexion sur la marche, une promenade dans le concept, dans la réalité de la marche, une marche à travers la marche que vous nous proposez, avec ce que ça peut avoir de philosophique, de poétique, de spirituel. Et finalement, vous commencez cette réflexion par l'idée de la liberté. La marche, au fond, c'est une liberté, et vous l'expliquez bien. Vous dites même qu'il y a plusieurs stades de découverte de la liberté dans le fait de marcher. Et j'aimerais bien que vous nous en disiez un peu plus là-dessus. Oui, alors c'est vrai que c'est un des tout premiers concepts, enfin une des toutes premières notions qui apparaissent. Vous avez raison aussi de souligner que il y a cette dimension littéraire, philosophique et spirituelle aussi. Et quand je disais presque par bravade, et si on m'annonçait que j'allais mourir dans 15 jours, c'était en référence moins à une pulsion morbide, mais si vous voulez, à un exercice stoïcien très célèbre qui est la méditation de la mort, et qui consiste au fond, pour préciser l'urgence de chacun, on peut la préciser que si il faut se dire à chaque fois, à se donner cet horizon-là pour pouvoir précisément serrer les choix. Alors le concept de liberté, pourquoi est-ce qu'il est promisé? Pourquoi est-ce que je vais accorder une importance toute particulière? C'est parce qu'au fond, ce qui me frappe dans cette expérience qui, quand elle est poursuivie sur plusieurs jours, si ce n'est plusieurs semaines, est quand même sacrément contraignante. Quand je dis contraignante, c'est que les gens auxquels on explique de manière tout à fait résumée ce qu'on fait prennent les marcheurs pour des masochistes absolus. Ils ne voient absolument pas l'intérêt, et vraiment pas du tout l'intérêt de porter un sac le plus souvent lourd, de s'exposer aux éléments qui peuvent être parfois très désagréables, s'exposer même à si ce n'est à des souffrances, au moins à des douleurs qui parfois peuvent être très très pénibles, et vous racontez ça avec un air d'exaltation passionnée. C'est vrai que voilà, mais si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que précisément l'expérience de la marche est une expérience de contrainte. Quand je dis de contrainte, c'est tout simplement que quand vous allez d'un point à un autre, il faut y arriver, il faut faire vos 7 heures, 8 heures de marche, il faut aller jusqu'au gîte, et
Et il n'y a pas d'autre moyen. Mais c'est une expérience dans laquelle, précisément, le fait d'être privé, ce qui au départ apparaît comme une privation, d'être privé de toutes les facilités du monde moderne, du monde contemporain, où précisément, j'allais dire, tous les progrès techniques ont été constitués précisément pour nous permettre de ne plus marcher et de ne plus ressentir notre corps comme cette contrainte qui fait qu'il faut avancer un pas et puis un autre, etc. Le fait d'être privé de ces facilités techniques apparaît à un moment comme une expérience de libération. C'est-à-dire qu'au départ, ce qui apparaît seulement comme une privation, c'est-à-dire que je m'impose de ne pas profiter justement de tous ces progrès techniques, eh bien, à un moment, apparaît comme une libération parce que, si vous voulez, parce qu'on s'apparaît à soi-même, hein, c'est ce que j'explique, je crois, dans ce chapitre ou dans d'autres, comme des aliénés aussi de la vitesse, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit, si vous voulez, au creux de cette expérience, qu'on s'aperçoit finalement que tout ce qui nous facilite la vie constitue aussi une série d'entraves dont on est sacrément prisonnier sans forcément s'en rendre compte. Et la redécouverte de cette lenteur, la redécouverte, c'est une libération. C'est une libération, et puis après, si vous voulez, il y a d'autres stades, c'est ce que j'explique aussi, il y a le fait aussi, mais là il faut vraiment marcher très longtemps, c'est que, parce qu'on dit, oui, marcher c'est se retrouver, etc., c'est ce qui est vrai, mais c'est aussi se perdre, hein, c'est-à-dire qu'il y a des expériences dans la marche de très grande fatigue qui sont des libérations, j'allais dire, de nous-mêmes, de nos identités psychologiques, où on devient qu'un corps qui marche, et cette réduction, si vous voulez, à la pauvreté de ce corps simplement qui marche et qui à un moment, oui, on ne voit plus que marcher pour avancer, nous libère aussi de nous-mêmes. C'est-à-dire, il y a quand même un moment où, quand on marche, où on n'a plus d'histoire. Je veux dire par là, oui, c'est pour ça que c'est important aussi. Alors, dans cette marche dont vous parlez, alors vous évoquez, avec quelques traits d'humour d'ailleurs, que cette marche, ce n'est pas la marche forcée, ce n'est pas la marche performance, puisque la marche, c'est même une épreuve d'athlétisme en sport. Alors c'est d'ailleurs sans doute l'épreuve la plus grotesque de l'athlétisme, parce qu'ils ont vraiment une manière de marcher qui est absolument ridicule, de manière, en tout cas d'un point de vue chorégraphique. Mais ce n'est pas donc la marche forcée, ce n'est pas la marche performance. Vous évoquez dans un passage du livre, alors pour le coup un souvenir personnel d'un groupe de jeunes qui vous pressaient derrière, parce que parfois des sentiers un peu étroits, et là on sent la pression de ceux qui veulent faire une perf, comme on dit. Non, c'est pas ça, c'est la marche dont vous parlez, et c'est une marche qui fait appel à un certain nombre de mots qui au fond font peur souvent aujourd'hui. La lenteur, dans un monde qui est un monde de rapidité, qui est souvent trépidant, où la rapidité est un indice de performance, de qualité économique, professionnelle, même de signe de vivacité intellectuelle. Enfin bon. Donc la lenteur, le silence, dans un monde où le bruit est non seulement est omniprésent, mais est même recherché souvent, la peur du silence, on sait que ça existe, et puis la solitude, cette solitude qui est aussi quelque chose qui peut faire peur, et que parfois on a du mal qu'on met soigneusement à distance. Donc voilà, donc est-ce qu'on pourrait revenir sur ces thèmes, la lenteur, le silence, la solitude, qui montrent bien que cette marche dont vous parlez, eh bien
quelque chose de très, finalement, de très différent, de rupture, d'une certaine manière, avec le monde tel que nous connaissons et dans lequel nous vivons. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose, mais c'est très particulier et parfois même très ambigu. Il y a quelque chose d'anti-moderne dans la marche qui peut même devenir parfois, et j'essaye de ne pas trop aller dans ce sens, mais parfois ça peut aller jusqu'à une espèce de refus agressif de la modernité, de la technologie et un rejet massif du monde technique, du monde occidental, etc. Bon. Et donc il y aurait presque même quelque chose d'un peu réactionnaire dans la marche. Bon, il demeure que cette expérience de la marche va à l'encontre des grandes valeurs qui sont proposées par notre monde contemporain. Alors, première chose, ça vous l'avez bien indiqué, on l'a évoqué déjà, la lenteur, c'est-à-dire, mais si vous voulez, cette lenteur se comprend aussi comme redécouverte à la fois du temps et de l'espace. C'est vraiment les deux choses. Parce que quand vous dites lenteur, c'est aussi le fait qu'une journée de marche passe très lentement, mais cette lenteur avec laquelle elle passe va laisser quelque chose comme une trace de présence à la fois dans le corps et dans le souvenir qui fait qu'elle surpasse largement un mois à courir après ceci ou cela. Il y a vraiment une redécouverte du temps, et cette lenteur, alors ça c'est quelque chose que je trouve très, enfin j'allais dire énigmatique, mystérieux, mais ces termes sont peut-être un peu forts. En tout cas, ça doit être un des secrets, je crois, de la marche. Et c'est pour ça, enfin, je le dis sans méchanceté, que par rapport au vélo, il ne peut pas justement y avoir ça dans le cyclisme. J'ai bien compris. C'est que, si vous voulez, la marche permet l'installation du paysage dans le corps. Et c'est quelque chose de tout à fait curieux. C'est-à-dire que le corps qui marche et qui évolue dans un paysage et qui évolue lentement, c'est-à-dire on est vraiment dans le pas à pas, eh bien, si vous voulez, cette lenteur fait qu'il ne s'agit plus d'une représentation du paysage. On n'a plus du tout une image du paysage. Et c'est à peine, si vous voulez, bon, déjà, il y a une habitation du paysage, c'est-à-dire que le corps a un rapport de familiarité qui est beaucoup plus fort, et le paysage imprègne le corps. C'est-à-dire qu'au bout d'une journée de marche, le soir, ce que vous avez, ce ne sont pas des images, ce sont comme des petits paquets de présence, et qui sont la présence même du paysage, qui se sont lentement inscrits dans le corps. Et donc, j'allais dire, c'est une expérience qui est même tout à fait troublante, tout à fait étrange, parce que, alors là aussi, c'est une manière de vous répondre, parce que ça va contre justement une des grandes tendances du monde moderne. On n'est plus avec des images, on n'est plus avec des écrans. C'est-à-dire, c'est pas du tout un rapport de face à face avec l'image d'un paysage, c'est la lente inscription d'un paysage dans un corps qui, par son effort propre, eh bien, d'une certaine manière, l'inscrit. Et j'allais dire, ça je l'ai découvert plus tard et après, parce que j'ai lu les textes plus tard, mais si vous voulez, je me suis dit ensuite, mais c'est pas étonnant. Enfin, c'est quand même pas très loin de la philosophie. Pourquoi ? Parce que j'ai lu, mais encore une fois après, donc j'ai pas pu l'indiquer dans le texte. Il y a un texte de Platon qui, enfin, je
bon, mais au sens où je veux pas vous êtes là pour parler, c'est formidable. Je ne vous fais pas un cours sur la philosophie de Platon, c'est Non, pas on ça. veut bien, non, allez-y. Non, il y a un texte de Platon très curieux et que l'expérience de la marche m'a fait comprendre. Si vous voulez, c'est un texte qui est dans ce qu'on appelle la 7e lettre de Platon, qui est sans doute une des seules lettres authentiques de tous ces textes qu'on appelle les lettres de Platon. Et dans ce texte, il dit, au fond, il y a 5 degrés de connaissance. Il dit, le premier degré de connaissance, c'est le nom, c'est-à-dire d'une chose, on peut savoir le nom. Alors, le livre, la montre, le micro, etc., vous avez un nom. Il y a un deuxième degré, dit Platon, c'est la définition. Donc, vous avez, comme dans le dictionnaire, une définition minimale. Troisième degré, c'est l'image. Vous avez une image de la chose. Et puis le 4e degré, c'est la science de la chose. Et puis, et qui est sa connaissance complète, exhaustive. Et il dit, c'est ça qui a toujours vraiment tout à fait étonné à la fois et intrigué les commentateurs de Platon, il dit, il y a un 5e degré. Et ce 5e degré, il ne s'obtient que par une pratique et ce qu'il appelle un frottement où on fait frotter tous les degrés de connaissance ensemble et il faut une certaine familiarité pour obtenir cette 5e connaissance. Et au fond, si vous voulez, la marche à pied, c'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une montagne, vous pouvez connaître le nom, vous pouvez regarder la définition dans le dictionnaire, vous pouvez avoir une image, une photographie, vous pouvez avoir une science géologique parfaite de cette montagne, ou j'allais dire de ce... Et puis vous avez la marche à pied qui est ce qui va vous apporter une connaissance, mais encore une fois le terme est terriblement et même tout à fait ambigu, parce que c'est pas une connaissance au sens où on a un objet qui est la montagne dont on détient par devers soi la science, mais si vous voulez une espèce d'inscription. Et ce qui est intéressant, c'est que Platon dit au fond la philosophie c'est ça, c'est-à-dire il dit qu'est-ce que c'est que la philosophie? C'est pouvoir habiter les problèmes, c'est-à-dire qu'on est familier avec eux et on peut s'y promener. Et c'est pour ça qu'il dit au fond la philosophie c'est un chemin et d'une certaine manière voilà, c'est vrai que vous avez un autre aphorisme qui m'a étonné que j'ai lu après de Nietzsche qui dit la vérité ne tient jamais sur une seule jambe, il faut toujours la répéter pour lui donner une deuxième jambe et après elle avance tout seul. C'est-à-dire que la vérité, c'est pas un dogme. Il faut se le dire, se le redire, et puis tourner les choses dans un sens, dans l'autre, et ça se met à avancer. Et donc c'est vrai que c'était... alors je sais plus où j'en étais. On était dans la lenteur. On était en fait dans la lenteur. Dans la lenteur, donc c'est vrai que cette expérience de la lenteur, c'est-à-dire cette expérience d'inscription progressive d'un paysage dans un corps et qui permet... Alors là aussi, c'est quelque chose qui apparaît, mais que je n'avais pas assez baptisé comme tel à ce moment-là. C'est une expérience qui est l'expérience de la gratitude. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez fait l'effort d'atteindre un col, au moment où le paysage se découvre à vous, quand vous avez tourné le col, il vous est offert, il vous est donné, et cette manière dont il vous est donné, si vous voulez, est une expérience très riche et très forte et qui fait que la beauté du paysage est beaucoup plus intense que si, par exemple, simplement vous arrivez en voiture, et puis vous descendez, vous prenez la photographie, etc. Bon, c'est très beau, c'est-à-dire que vous voyez bien l'harmonie générale, la composition des formes, la distribution des couleurs, etc. Sauf que quand la même chose vous est donnée à partir justement d'un effort qui est vraiment l'effort de la marche, et ben c'est autre chose, et cette expérience de la gratitude, elle est très forte, parce que si vous voulez, c'est l'idée que quelque chose vous est donné, mais vous ne sentez pas du tout, vous ne vous sentez pas du tout dans une relation de dépendance parce que ça vous a été donné, au contraire, vous ne sentez que le bonheur de pouvoir remercier. Et si vous voulez, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur sans doute aussi de l'expérience esthétique, hein, mais qui est particulièrement marqué dans la marche. Alors après, vous avez évoqué la solitude. Le silence et la solitude. Le silence et la solitude.
Alors oui, alors le silence, c'est vrai qu'il faut mettre beaucoup de guillemets parce qu'effectivement les marches sont très bruissantes, hein, c'est-à-dire que vous avez un silence relatif. Évidemment, vous êtes loin des bruits mécaniques qui sont les bruits de la ville et qui sont des bruits agressifs, hein, mais c'est vrai que vous êtes bercé par d'autres choses et que vous avez, oui, vous goûtez des qualités de silence qui sont très différentes et dont j'indique d'ailleurs que parfois elles peuvent être très très angoissantes, très angoissantes aussi, hein, parce que quand vous marchez dans du calcaire à 2 heures de l'après-midi sous un soleil de plomb et seul, oui, à un moment, oui, Vous parlez aussi du silence de la nuit, quand on dort à la belle étoile, qui peut réveiller à 2 heures du matin. Oui, ouais, ça c'est une notation. Alors là, pour le coup, c'est pas une expérience personnelle, c'est une notation, mais que j'ai trouvée très belle dans le livre de Stevenson. Bon, ce qu'on peut connaître et que ça, c'est vrai qu'on peut expérimenter facilement, et qui est là aussi tout à fait troublant, c'est vraiment le silence de la nuit quand on dort à la belle étoile et qu'on se réveille au milieu de la nuit. C'est vrai que c'est tout à fait impressionnant, ça, parce que c'est comment dire, c'est vrai que vous ressentez la vibration même du silence. Et c'est ça qui est assez. C'est pas du tout le silence comme absence de bruit, c'est que vous ressentez une certaine vibration, qui est la vibration du silence, et quelque chose qui est là aussi quelque chose de très émouvant et de très bouleversant. C'est vrai que ce sont des expériences, mais bon, qui encore une fois, enfin je vous déçois ou je vous rassure, sur 15 jours de marche, ces expériences sont tout à fait discrètes, dispersées, etc. Mais elles se gagnent, hein, mais c'est pas non plus l'extase permanente pendant 15 jours. Donc il y a ça, il y a l'expérience aussi de... Alors là, pour le coup, c'est vrai qu'on est à l'opposé des valeurs du monde moderne, de l'effort, mais en ceci qu'on n'est pas dans l'immédiateté. On n'est jamais dans l'immédiateté, il faut toujours gagner les choses. Et le plus, le plus impressionnant, c'est quand après 2-3 jours de marche, par exemple, vous vous retournez et que vous êtes sur un point dominant et que vous voyez vraiment ce que vous avez parcouru, je vous assure que ça vous paraît absolument impossible de faire ce que vous avez fait en mettant simplement un pied devant l'autre, et sans compter les dénivelés, si vous voulez, qui accentuent les choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une espèce de régularité de l'effort qui est très impressionnante, et c'est possible, c'est tout à fait possible. Et puis il y a la solitude aussi. Alors c'est vrai que la solitude, c'est... Est-ce que c'est pas aussi, un peu comme vous l'évoquiez tout à l'heure, ce mouvement à la fois de d'abord se perdre pour ensuite se retrouver à un autre niveau de profondeur, parce que la solitude, c'est perdre tous ces liens qui font qu'on sait qui on est, socialement, psychologiquement, affectivement. C'est perdre ça pour retrouver quoi? Oui. Alors c'est vrai que cette solitude, là je vais faire une distinction qui est enfin bon, c'est pas de l'esseulement non plus, c'est-à-dire on ne se sent pas seul au sens où on se sent perdu, traqué et pris dans quelque chose d'absolument hostile. On ne se sent pas seul au sens où la solitude serait l'expérience qu'on est étranger à ce qui nous entoure. On est étranger à ce qui nous entoure et que ça nous fait peur. On est seul dans un autre sens, d'abord dans le sens où se défont un certain nombre de rapports sociaux, qui sont des rapports sociaux, j'allais dire, habituels, et qui sont les relations d'amitié, qui sont les relations de... tout ça
tout ça se défait, tout ça se délite. C'est-à-dire on est seul au sens où on n'est plus dans une société, mais j'allais dire au sens où Rousseau parle de la société, c'est-à-dire dans ce monde où on est toujours à se comparer et à tenter de se définir seulement par rapport à l'autre, etc. Donc c'est vrai qu'on perd ces repères de la société. Mais si vous voulez, cette solitude est en même temps, alors là c'est quelque chose qui a été marqué de manière récurrente, et en même temps une redécouverte, oui, de ce que Thoreau peut-être aurait appelé notre part sauvage, c'est-à-dire qu'on retrouve quand même en nous quelque chose de tout à fait élémentaire, et qui est en même temps une énergie. J'ai longtemps, alors ça aussi je l'ai trouvé après, ce que Thoreau appelle the wild, c'est-à-dire vraiment le sauvage. Je crois que c'est ce que Rimbaud appelle la vigueur. Hein, c'est-à-dire on retrouve dans l'expérience de la marche vraiment ce que Rimbaud appelle la vigueur. C'est-à-dire quelque chose comme une espèce d'énergie élémentaire qui ne peut se trouver justement que dans cette expérience d'exposition comme ça à des forces brutes, élémentaires, dans des expériences de marche où on perd des repères sociaux, techniques, etc. Est-ce que, c'est sans doute un peu altruisme, mais c'est une chose importante, parce que là aussi, ça permet sans doute de rééquilibrer un mode de vie qui est en déséquilibre de ce point de vue-là. C'est aussi, vous parlez de sensations, vous parlez de retrouver des forces brutes, on a parlé beaucoup de sensations. C'est retrouver un corps que très souvent, notamment dans la civilisation occidentale moderne, on a beaucoup de mal à habiter, avec lequel on est... Le fait par exemple d'être pressé, c'est tout simplement souvent le fait de considérer son corps comme finalement une machine, comme l'automobile qui nous permet d'aller vite. On peut arpenter des couloirs à toute allure sans avoir même la sensation qu'on met un pied devant l'autre et qu'on est en contact avec le sol. Est-ce que ça, c'est pas aussi quelque chose de fondamental en termes d'équilibre de la personne humaine dans le fait de marcher? Oui, alors ça, ça, effectivement, ça me semble très important, cette idée. Alors, quand vous dites dans le monde contemporain, je dis le corps fait l'objet d'une espèce de double injonction. C'est-à-dire, à la fois, il est complètement valorisé, il faut avoir un corps parfait, il y a tout un effort pour sans cesse le remodeler. Et je veux dire, on est dans des civilisations qui sont en même temps complètement des civilisations du corps, de l'apparence physique, où on accorde une importance tout à fait extrême à cela, et en même temps, c'est vrai aussi qu'on est dans des civilisations qui ne cessent de rechercher des moyens d'éviter tout effort corporel, de s'en passer, etc. Donc il y a vraiment ce double mouvement à la fois d'exaltation et de négation. Alors c'est vrai que dans la marche, on retrouve je veux dire une expérience du corps. Bon, il faut voir, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention quand même avec cette expérience de la marche, c'est que, bon, je la valorise par rapport à notre monde moderne, mais il faut bien entendre que pendant des millénaires, elle a quand même constitué quelque chose comme la contrainte absolument majeure, et comme, j'allais dire, le révélateur d'une condition sociale tout à fait pauvre. Ce que je veux dire par là, c'est que quand par exemple celui qu'on considère comme un des premiers marcheurs au sens moderne, qui était un poète anglais, je veux dire, ses contemporains ne le comprenaient pas, parce que si vous voulez, on avait l'impression que le piéton, c'est vraiment celui qui ne peut pas se payer un cheval, qui ne peut pas se payer une voiture, etc. Et si vous voulez, marcher était aussi le signe d'une fatalité sociale. Hein. Et c'est vrai que aujourd'hui,
Bon, et aujourd'hui encore, dans beaucoup d'autres pays que le nôtre. Enfin, il demeure que pour notre monde, c'est vrai que on se dit qu'on a dû aller bien loin pour pouvoir finalement trouver dans l'expérience de la marche quelque chose d'exaltant. Ce que je veux dire, c'est qu'on est allé loin quand même dans justement dans j'allais dire l'aliénation technique, mais c'est sans doute trop fort, ou en tout cas dans un autre extrême. Donc c'est vrai que la marche permet de retrouver, oui c'est ça qu'il faudrait dire, de retrouver un usage du corps, mais qui est précisément détaché de cette fatalité sociale, et qui l'ouvre en même temps à des, j'allais dire, alors ça peut peut-être paraître paradoxal de le dire comme ça, mais à des expériences de fatigue précieuse. C'est-à-dire, il y a ce qu'apporte la marche, c'est une certaine qualité de la fatigue qui n'est absolument pas la même que quand vous rentrez harassé parce que vous êtes resté debout dans le RER pendant 20 minutes. D'accord ? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas la même fatigue, et au fond, et au fond, il y a ça aussi dans la marche. C'est-à-dire, il y a la reconquête d'une certaine fatigue du corps, et la manière de soulager cette fatigue est une redécouverte aussi de sensations. Enfin, là, je fais appel à des choses qui sont connues pour les marcheurs, mais si vous voulez, un bout de pain et un bout de fromage, véritablement, à 2600 mètres, après avoir marché toute la journée, ça a un goût absolument inimitable, parce que précisément, si vous voulez, la manière dont le corps a été creusé par cette fatigue va trouver une expérience de satisfaction qui là aussi, dans la manière dont on vit le plus souvent dans nos sociétés contemporaines, c'est un peu lointain. Alors il y a une distinction que vous faites dans votre livre entre deux termes proches, mais là vous les opposez assez clairement. C'est celui de monotonie et celui d'ennui. Et c'est vrai que on parlait des enfants tout à l'heure qui trouvent la marche, surtout avec les parents et son petit copain pour courir, vraiment ennuyeuse. Vous affirmez cette différence entre la monotonie et l'ennui. Et dans ce chapitre-là, qui est, je crois, un des très beaux chapitres du livre, vous montrez qu'il y a une vraie différence, que cette monotonie, ce rythme, parce que vous parlez par ailleurs du rythme du marcheur. Là, on revient encore à cette espèce d'habitation d'un mouvement qui est sonore, d'une certaine manière, que cette monotonie, finalement, elle est très loin de l'ennui, et vous dites même que c'est un remède à ce que finalement les pères appelaient l'acédie, ce huitième péché capital oublié en Occident. Alors ça, j'aimerais un peu vous écouter là-dessus. Ce n'est pas de l'ennui. Il y a une vraie différence. J'espère qu'il y a une vraie différence, parce que précisément ce qui peut apparaître à beaucoup comme étant le plus insupportable dans l'idée de marcher, c'est précisément le fait qu'on fait toujours la même chose, et que ça peut paraître terriblement ennuyeux. Au sens où, alors, vous avez une diversité du paysage, mais qui, là encore, alors peut-être que là, ce serait l'avantage du vélo, ça change pas très vite quand même, si vous voulez. Pour qu'un paysage change en marchant, il faut quand même se lever de très bonne heure, hein, si vous voulez. Bon, donc ça change pas très vite. Et puis, alors ça, c'est quelque chose qu'on évoquait juste avant. Vous n'êtes absolument pas, et il n'y a aucune possibilité pour le zapping permanent si vous voulez, qui est une des grandes caractéristiques de nos sociétés contemporaines. Je veux dire par là, c'est que vous faites une seule chose, qui est de mettre un pied devant l'autre pendant, mettons, 4, 5, 6 ou 8 heures dans la journée.
Donc on se dit enfin, l'idée même pour ceux qui... On se dit, mais c'est quand même terriblement ennuyeux. Donc, alors c'est vrai que j'essaye de défendre, parce que si vous voulez, dans l'expérience de la marche, encore une fois, on n'est pas dans l'exaltation permanente, etc. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là de répétition, lancinante, etc. Mais avec, en même temps, on y trouve une certaine douceur, presque. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose de tout à fait reposant dans cette répétition. Et donc, je me suis dit, au fond, peut-être qu'on pourrait, enfin c'est une offre conceptuelle, si vous voulez, qu'on pourrait peut-être distinguer la monotonie et l'ennui, parce que je crois que la marche est fondamentalement monotone. Et j'essaye de défendre l'idée que cette monotonie, non seulement ne doit pas faire peur, mais fait partie justement de son plaisir, ou en tout cas c'est quand même ce qu'on recherche. C'est ça qu'on recherche aussi dans la marche, c'est cette monotonie. Et à partir de là, si vous voulez, qu'est-ce qui fait que c'est pas de l'ennui? D'abord, dans l'ennui, le problème, c'est que vous ne savez pas quoi faire. Alors que quand vous marchez, si vous voulez, vous savez exactement que vous ne le savez que trop, et puis vous avez intérêt à le faire, parce que ça, de toute manière, il faudra le faire. Parce que, encore une fois, c'est ce que j'appelle l'inéluctable. De toute façon, vous êtes obligé d'y arriver. Alors, bon, s'il reste 3 heures, vous ferez vos 3 heures, parce que vous n'allez pas vous arrêter en chemin. Donc, si vous voulez, cette expérience de la monotonie qui n'est pas de l'ennui, parce que l'ennui peut être lié justement à ce sentiment qu'on ne sait pas quoi faire, et aussi, si vous voulez, à l'attente de quelque chose. C'est-à-dire que dans l'ennui, vous ressentez le temps comme une espèce de vide qui vous obsède. La monotonie de la marche, c'est que vous remplissez chaque seconde par votre pas. Et précisément c'est un des grands... Bon, c'est quelque chose qui est relativement connu, mais ce sur quoi j'insiste dans ce chapitre, qui est... je crois que c'est celui qui s'appelle répétition, c'est que, bon, effectivement, il y a quelque chose d'hallucinatoire dans cette répétition. C'est-à-dire qu'effectivement, dans cette répétition du même geste, dans cette espèce de litanie corporelle qui ne cesse d'avancer un pas devant l'autre, etc., ça produit une immense stabilisation, de l'âme, de l'esprit, etc. C'est-à-dire que cette monotonie, au fond, est assez comparable, doit pouvoir être comparable aux exercices de respiration dans certaines techniques orientales, parce que ça repose sur la même chose, c'est-à-dire sur la production par le corps d'un geste qui se répète et dans un rythme qui est quand même plus ou moins égal. Et d'ailleurs, dans un certain nombre de techniques qui ont pu être développées, ou dans le bouddhisme tibétain ou dans d'autres civilisations, vous avez une manière d'accorder aussi des exercices de respiration avec des exercices de marche, si vous voulez. Mais si vous voulez, alors ça rejoint aussi ce que je disais sur une certaine qualité de la fatigue, c'est que vous avez évidemment une régularité de la respiration dans la marche que vous ne pouvez pas avoir quand vous courez après le métro, quand vous passez d'une activité à une autre, etc. Et donc s'installe dans cette monotonie, dans cette régularité, c'est sans doute dans l'ensemble des techniques spirituelles qui existent, c'est sans doute un des grands secrets de la stabilisation de l'âme et de l'esprit. Hein. C'est cette régularité poussée à l'extrême. C'est dans ce chapitre d'ailleurs qui est effectivement répétition, où vous évoquez la très fameuse prière du cœur des orientaux, qui a priori au départ se récitait
se prononçait en position assise, mais qui, avec le fameux voyage du pèlerin russe, bon, on voit très bien que ça s'accorde parfaitement à la marche. Et j'y pensais tout à l'heure quand vous évoquiez à un autre moment ce côté de prendre son temps pour faire les choses, de les répéter. Eh bien, c'est la fameuse expression de mâcher et remâcher la parole de Dieu, qui est aussi voilà, on voit bien qu'il y a une sorte d'accord très évident finalement entre le fait de marcher, cette répétition, cette lenteur, cette monotonie, et un certain nombre d'activités spirituelles. Oui, parce que ça reprend un peu ce qu'on disait tout au début. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a sans doute... alors bon, je suis, pour ma part, absolument pas croyant, et les gens ont été très surpris en lisant mon livre, mais on me dit « Ah bah oui, on ne savait pas que tu étais à ce point habité par la religion, etc. » J'ai été très surpris, c'est-à-dire sans doute, si vous voulez, qu'il y a... Je dis, c'est pas pour rien non plus que le pèlerinage est une expérience qui, bon, encore une fois, qui suppose essentiellement la marche. Et je crois aussi que dans la... Je dirais que de la même manière dont on a pu dire qu'au fond, la philosophie n'est pas là pour poser des problèmes et les résoudre, mais pour les habiter, sans doute que ce que dit la mystique par rapport à une certaine autre religion, c'est que Dieu n'est pas plus un concept qu'une icône, qu'une image, mais qu'il est une présence qu'il faut habiter. Je veux dire, à partir du moment où vous posez ce rapport, c'est-à-dire à partir du moment où vous posez la nécessité d'un rapport de présence, où il s'agit d'habiter quelque chose plutôt que simplement se le donner comme objet, ouais, vous rencontrez une série d'expériences qui sont qui peuvent être religieuses dans une certaine mystique, qui peuvent être une certaine définition de la philosophie, qui peuvent être aussi des expériences esthétiques, etc. Ça c'est tout à fait certain, et c'est vrai que j'ai fini là-dessus, parce que moi c'est un des premiers livres que j'avais lu quand j'avais commencé à avoir l'idée de ce livre, c'était les récits d'un pèlerin russe, et j'ai trouvé ça d'abord j'ai trouvé que cette image de ce pèlerin qui marche en accordant absolument le rythme de son pas avec la répétition de sa prière et qui se nourrit absolument de ça, j'ai trouvé que c'était... voilà, et si vous voulez, c'est lié aussi à l'expérience de la marche, au sens où dans les longues marches, assez vite, si vous voulez, vous avez au niveau même de votre pensée ou de la formulation de paroles intérieures, quelque chose qui s'installe, qui est sur le mode de la ritournelle, des mots que vous pouvez répéter sans cesse, et qui sont sans doute une espèce d'analogone comme ça de la prière, de la prière, mais encore une fois, pas du tout comme adresse, hein, mais plutôt comme manière d'habiter le langage par la répétition. Et c'est vrai que ça a rencontré l'expérience mystique, parce que moi je suis passé au départ, j'avais le récit du pèlerin russe, et assez vite je suis passé à la philocalie, oui, et à ces techniques spirituelles, dont vous rappelez qu'effectivement au départ elle supposait pas du tout une station plutôt assise. Merci beaucoup. Peut-être que dans l'assistance, il y a des marcheurs qui voudraient vous poser une question ou deux, donc on a encore un tout petit peu de temps, donc n'hésitez pas. Non. Le marcheur est taciturne. Moi, je crois que vous avez réussi votre coup. Là, ils vont plus parler pendant 8 jours. Donc alors, peut-être avant de nous quitter, il y a une chose qu'on n'a pas abordée, mais je voulais pas trop non plus bien que vous soyez professeur de philosophie, vous imposer le fait de parler des grandes figures, mais c'est vrai que vous évoquez dans votre livre un certain nombre de philosophes, Kant et Nietzsche notamment, un certain nombre d'écrivains
Rousseau, Nerval, il y a un magnifique chapitre sur Rimbaud. Vous évoquez aussi Gandhi, et tout cela, toutes ces personnes, effectivement, sur le mode de la marche, et voilà. Et est-ce qu'il y en a peut-être une, comme ça, parmi celles-ci, avec laquelle vous voudriez conclure? Les autres seront lus, ou ont déjà été lus, ou seront lus par ceux qui vous écoutent aujourd'hui, en lisant votre livre. Là oui, non, le choix est vraiment... C'est un beau panel. Le choix est vraiment difficile, donc je vais faire juste une petite promenade rapide de l'un à l'autre, si ça vous dérange pas. Une des premières qui était la plus évidente, parce que dans les études de philosophie, c'est celle qu'on rencontre d'abord, c'est évidemment celle de Nietzsche, qui est celui qui a véritablement constitué, celui qui a le plus insisté sur... d'abord c'était lui-même un vrai marcheur, au sens où il en a fait un mode de vie lui-même, au sens où j'allais dire même sa condition physique, le fait qu'il souffre de migraines, etc., lui imposait un certain nombre de promenades, faisait que c'était très difficile pour lui de rester assis dans une bibliothèque à lire et à travailler, et qu'il a construit, si vous voulez, un mode d'écriture philosophique qui est absolument lié à la marche à pied. Alors ce serait sans doute la première, parce qu'il a vraiment absolument lié son destin à la marche. Et c'est lui qui a dit que oui, pour reconnaître un bon penseur, il faut demander sait-il danser, mais peut-être aussi sait-il marcher. C'est celui qui s'est présenté quand même comme celui qui marche, celui qui gravit les montagnes, etc. Alors ça, c'est vrai que c'est celle qui s'est imposée avec le plus d'évidence pour moi. La deuxième, si vous voulez, dans la philosophie qui s'est imposée avec beaucoup d'évidence, mais qui est une simple évidence culturelle, c'est celle de David Thoreau, parce que c'est le premier à avoir écrit un petit texte qui s'appelle Marcher. Donc, si vous voulez, c'était très évident. Et là aussi, c'était une figure que j'ai trouvée très attachante, parce qu'il y avait un côté, je mets beaucoup de guillemets, mais américain. C'est vraiment une expérience de la marche qui est un petit peu différente. Il ne s'agit pas du tout d'une marche où on va revenir vers une espèce de primitivité sauvage qui est notre origine, etc. C'est-à-dire dans cette idée de marche, et cette idée du wild, l'appel de la forêt, c'est le wild, chez London, etc. C'est cette notion de wild qui est liée à la notion d'ouest chez les Américains. C'est vraiment l'idée qu'il faut aller vers ce qu'il y a de plus primitif, mais pas parce que c'est le plus ancien, mais parce que c'est précisément là où brûlent encore les forces de notre avenir. C'est-à-dire vous avez vraiment l'idée que ces énergies vers lesquelles on se tourne, vers lesquelles on se dirige, qui sont les énergies de ce qu'ils appellent the wild, le sauvage, sont ce par quoi on se ressource pour se réinventer. Ça, c'est quelque chose qui m'avait impressionné. Et puis, il y a Rousseau, évidemment, mais enfin, celle sur laquelle je finirai, parce que c'est celle que... il y a Gandhi. Gandhi apportait une dimension politique que je trouvais extrêmement importante. C'est-à-dire une dimension politique et la valorisation dans la marche d'une certaine humilité qui n'était pas humiliante. Alors ça, c'était très très important chez Gandhi, cette idée que marcher, c'est rester debout, c'est manifester à la fois quelque chose de tout à fait humble, et en même temps, cette humilité n'est pas humiliante, et ça permettait de connecter l'aspect politique, parce que les marches, ça peut être aussi des marches politiques, si vous voulez. Ça, c'était très très important. La marche fait partie aussi de ce que Benjamin appelait la tradition des opprimés, si vous voulez. Il y a ça, il y a cette expérience de la marche, elle fait partie des grandes expériences politiques. Et enfin, je finirai là-dessus, la dernière, celle qui m'a le plus... vous avez eu la gentillesse de dire que c'était... beau chapitre, c'était Rimbaud, mais d'une
parce que Rimbaud, il y a quelque chose. Ce qui m'a fasciné dans Rimbaud, c'est que cette marche, elle se situe au-delà de l'œuvre. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que les grandes marches dans le désert, ce sont des choses qui sont vraiment en dehors de l'œuvre au moment où il n'écrit plus. Et j'allais dire, cette manière dont il revient porté, dont il est amputé, dont il meurt à Marseille au moment où il entend repartir. Il y avait vraiment quelque chose une dimension de colère jamais éteinte et l'idée de partir. Parce que marcher, c'est lié aussi, il y a une expérience apocalyptique aussi. Derrière tout marcher, il y a quand même l'idée d'une fin du monde, de partir, etc. Voilà. Merci à Frédéric Gros. J'espère que vous allez continuer beaucoup à marcher et à écrire. Voilà, donc pour Marcher une philosophie, aux éditions Carnet Nord. Prochain jeudi de la Procure, un peu tardif, il y a des trous là dans le calendrier, mais après ça reviendra très régulier. Prochaine fois, donc le 15 avril, avec Jean-François Petit pour une histoire de la philosophie française. Frédéric Gros va pouvoir maintenant signer son livre pour ceux qui le désirent. Merci beaucoup pour votre venue.